Bonjour à tous, nous faisons le cours sur la loi de probabilité d'une variable aléatoire. On va commencer par un exemple. Une urne contient un jeton numéroté 1, deux jetons numérotés 2, trois jetons numérotés 3 et 4 jetons numérotés 4. Comme ça, c'est simple à retenir. On tire un jeton dans l'urne, puis un deuxième sans avoir remis le premier, donc sans remise. On va noter grand X, le numéro porté par le premier jeton. Et on va noter grand S, la somme des numéros portés par les deux jetons tirés. Quelle valeur grand X peut-elle prendre? Quelle valeur grand S peut-elle prendre? Alors pour grand X, c'est très simple, puisque c'est le numéro du premier jeton tiré. Comme il y a des jetons numérotés 1, des jetons numérotés 2, des jetons numérotés 3 et des jetons numérotés 4, grand X peut prendre 4 valeurs, 1, 2, 3, 4. Quant à S, qui est la somme des deux jetons tirés, il peut prendre 6 valeurs, la valeur 3 dans le cas où on tire un jeton numéroté 1 et un jeton numéroté 2, ou alors un jeton numéroté 2, puis ensuite un jeton numéroté 1. 4, par exemple deux jetons numérotés 2 ou un jeton numéroté 4. 5, un jeton numéroté 2, un autre numéroté 3, ou l'inverse. 6 avec un jeton numéroté 2 et un 4, ou alors deux jetons numérotés 3. 7 avec un jeton numéroté 3 et un autre numéroté 4, ou l'inverse. Et 8 avec deux jetons numérotés 4. Alors, grand X et grand S sont des exemples de ce qu'on appelle des variables aléatoires. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Eh bien, c'est une fonction qui, à chaque issue d'une expérience aléatoire, associe un nombre réel. Donc, concrètement, si on prend par exemple la variable aléatoire x, une issue, ça peut être par exemple tirer le jeton numéroté 1 en premier et tirer le jeton numéroté 3 en deuxième. Donc ça c'est une issue, on pourrait noter 1, 3. Et la variable aléatoire grand X, à cette issue 1, 3, associe le numéro du premier jeton tiré, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire un nombre réel. Autre exemple, si on prend la variable aléatoire S, à une issue, par exemple, tirer d'abord le jeton numéroté 2, puis après le jeton numéroté 3, et bien à cette issue 2, 3, on associe la somme des deux numéros, qui est 5, qui est un nombre réel. Donc X et S sont des exemples de ce qu'on appelle des variables aléatoires, c'est-à-dire des fonctions qui, à chaque issue, associent un nombre. Comme nous venons de le dire, une variable aléatoire porte assez mal son nom, parce qu'en fait, techniquement, c'est plutôt une fonction qui, à chaque issue, à chaque élément de l'univers, associe des nombres. Traditionnellement, en probabilité, on les appelle des variables aléatoires, car elles se manipulent un petit peu comme des variables. Définition. La loi de probabilité d'une variable aléatoire x associe à chaque valeur possible de grand X sa probabilité. Faisons tout de suite un exemple avec la variable aléatoire x, qui est le numéro du premier jeton tiré. On a dit que le premier jeton tiré, la variable aléatoire grand X, pouvait prendre 4 valeurs, 1, 2, 3, 4. Et donc dans la deuxième ligne du tableau, on va associer la probabilité de chaque possibilité, de chaque valeur de la variable aléatoire. Bien sûr, il y a une chance sur 10 de tirer le premier jeton 1, 2 chances sur 10 de tirer le premier jeton 2, 3 chances sur 10 de tirer le premier jeton 3, et 4 chances sur 10 de tirer comme premier jeton un numéroté 4. Donc cette loi de probabilité-là, elle est facile à trouver. Alors, là où il faut faire attention, c'est que dans un sujet, dans un devoir, dans un exercice, quand on vous demande une loi de probabilité, ça paraît compliqué. Mais en fait, tout ce qu'on vous demande, c'est un bête tableau de ce genre. Pour la variable aléatoire grand S,
ça va être un peu plus compliqué. On a vu que grand S pouvait prendre 6 valeurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il faut calculer la probabilité que S prenne chacune de ces valeurs. On va enlever les petites choses là qui servent à rien, histoire de mieux comprendre. Donc, il s'agit de calculer ces probabilités. Quelle est par exemple la probabilité d'avoir une somme de 6 pour les deux jetons? C'est 22 sur 90, bon d'accord, mais pourquoi? Alors il y a essentiellement deux méthodes pour trouver ces probabilités. La méthode qui utilise un tableau et la méthode qui utilise un arbre. Je vais présenter les deux. Donc procédons d'abord avec un tableau. J'ai marqué ici en ligne le premier jeton tiré. Donc par exemple, si ici il y a marqué 3, ça veut dire que dans cette ligne, le premier jeton tiré, c'est un jeton numéroté 3. Un des 3 jetons numérotés 3. C'est pour ça que j'en ai mis 3 ici. En colonne, c'est le deuxième jeton. Donc par exemple ce 3 nous dit que on a tiré en deuxième un jeton numéroté 3. Alors bien sûr, dans ce tableau, il y a des choses qui sont impossibles, c'est les cases diagonales. On va donc les enlever. Il est impossible de tirer deux fois le même jeton, puisqu'on a affaire à un tirage sans remise. On ne remet pas le premier jeton tiré. Donc les cases diagonales sont impossibles. Toutes les autres sont possibles, ce qui fait qu'on a, dans notre expérience, 90 issues, puisque avec la diagonale ça fait 100, 10 fois 10, sans la diagonale on en enlève 10, il nous reste 90 issues. Toutes ces issues sont équiprobables, puisqu'un jeton n'a pas plus de chances qu'un autre d'être tiré. Par conséquent, on a une situation d'équiprobabilité des issues, et il suffit de trouver pour chaque valeur de la somme S, le nombre d'issues qui réalise cette somme S. Mais avant de faire ça, je voulais d'abord expliquer comment j'ai construit ce tableau rapidement. Regardons une formule. Vous voyez qu'ici, la formule, c'est $A6 plus D$1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la sixième ligne, je vais aller chercher la case A, la case qui est dans la colonne A, c'est-à-dire le 3 qui est là. Si je me déplace, il faut que ce A reste fixe, puisqu'il faut toujours que j'aille chercher cette case-là. C'est pour ça que j'ai mis un $ devant le A. Par contre, la colonne, elle, la colonne 6, peut bouger pour que je puisse me déplacer dans mon tableau pour le remplir, en étirant ma cellule. C'est pareil pour le D, $1. Je vais chercher toujours dans $1 signifie que je vais toujours aller chercher dans la ligne 1 pour le deuxième jeton tiré. Par contre, le D, qui n'a pas de $ signifie que je vais aller chercher dans la colonne D quand je suis là, mais dans la colonne E quand je suis là, mais dans la colonne F quand je suis là. Donc voilà pour réaliser cette formule. C'est intéressant de le faire par vous-même et d'essayer de vous en rappeler. Comptons maintenant les issues qui donnent une somme de 6. Donc ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a 4. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nous pouvons donc affirmer que la probabilité d'obtenir une somme de 6, c'est donc 22 issues équiprobables sur 90 issues équiprobables. En appliquant la même méthode pour les autres, on arrive à remplir la loi de probabilité de S. Donc cette méthode avec un tableau était plus une méthode de type seconde, classe de seconde. En première, on utilisera plutôt des arbres de probabilité. Donc ici, sur ce dessin, j'ai dessiné le tirage du premier jeton, le tirage 1,
On peut tirer un jeton numéroté 1, un jeton numéroté 2, un jeton numéroté 3 ou un jeton numéroté 4. Ce premier tirage étant fait, on peut tirer notre deuxième jeton dans le tirage 2. À noter que si jamais on a tiré un jeton numéroté 1 en premier, on ne peut plus le tirer en deuxième puisqu'il n'y en avait qu'un. Par contre, dans les autres cas, on peut toujours tirer un jeton qui a le même numéro, puisqu'il y en a plus que 1. Nous voyons que nous avons dans cet arbre 16, ou plutôt 15, 4, 4, 4 et 3, 15 feuilles pour notre arbre. Mais toutes ces feuilles n'ont pas la même probabilité. En effet, nous avons seulement une chance sur 10 de tirer un jeton 1 au premier tirage, 2 sur 10 de tirer un jeton 2, 3 sur 10 de tirer un jeton 3 et 4 sur 10 de tirer un jeton 4. Pour le deuxième tirage, là encore, il n'y aura pas les mêmes probabilités, puisque il nous restera 9 jetons. Donc on va être sur 9. On va toujours être sur 9. Comme il reste 2 jetons numérotés 2 si on a tiré un jeton numéroté 1 en premier, on a une probabilité de 2 sur 9. Il reste 3 jetons numérotés 3, donc 3 sur 9. Il reste 4 jetons numérotés 4, donc 4 sur 9. Si on a tiré un jeton numéroté 2 en premier, eh ben, il reste un jeton numéroté 1, une chance sur 9, et il reste un seul jeton numéroté 2, donc 1 sur 9 aussi. 3 sur 9, 4 sur 9. Pour les jetons numérotés 3, si on a tiré un jeton numéroté 3 en premier, dans ce cas-là, il nous reste un jeton numéroté 1, 2 jetons numérotés 2, et seulement 2 numérotés 3, et 4 numérotés 4. Si on a tiré un jeton 4 en premier, il nous reste un jeton numéroté 1, 2 jetons numérotés 2, 3 jetons numérotés 3, et on va le voir, seulement 3 jetons numérotés 4. Pour calculer les probabilités de chacune de ces possibilités, il nous suffira de multiplier les probabilités quand on avance dans l'arbre. Donc par exemple, si je veux calculer la probabilité d'obtenir ce 2, en suivant ce chemin, donc 2 puis 2, eh ben je fais 2 sur 10 multiplié par 1 sur 9. Voyons maintenant les sommes des deux numéros. Donc ici j'ai écrit les sommes. Donc par exemple, si je passe par 2 et par 3, ben, j'ai une somme de 5. Les sommes varient de 3 à 8. Et donc maintenant il faut que je calcule pour chacune de ces valeurs de la somme la probabilité en multipliant les probabilités en descendant l'arbre. Donc regardons par exemple pour obtenir une somme de 6, j'ai cette possibilité-là, cette possibilité-là et cette possibilité-là. Donc j'en ai 3 à additionner. Pour la première, j'ai 4 neuvièmes fois 2 dixièmes, donc ça fait 8 sur 90. Pour la deuxième, j'ai 2 neuvièmes fois 3 dixièmes, donc 6 sur 90. Ça me fait 14 avec le 8 d'avant. Et pour le troisième, j'ai donc 2 dixièmes fois 4 dixièmes, c'est-à-dire encore 8 sur 90. 14 plus 8, ça fait 22. J'ai bien une probabilité de 22 sur 90. Donc cette méthode avec l'arbre peut vous sembler un peu plus compliquée que l'autre, c'est vrai qu'elle l'est un peu plus, mais elle est meilleure dans la mesure où elle permet de gérer des situations plus compliquées, plus simplement, qu'en faisant des tableaux. De toute manière, les tableaux, à partir de 3 tirages, il faudra des tableaux en 3 dimensions, donc c'est foutu. Alors que les arbres, on peut toujours faire des arbres à 3 étages. Voilà pour ce cours sur les variables aléatoires et les lois de probabilité. À bientôt.